Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 2D6 Dungeon. Alors c'est quoi 2D6 Dungeon? C'est un dungeon crawler print and play qui est une campagne KS. Le jeu était à $6 je crois pour le print and play, donc pour récupérer les fichiers. Il y avait une possibilité d'avoir pour 30 ou 40 des versions imprimées des livres. Enfin, du livre, en fait, c'était un livre normalement, enfin 2 livres, d'avoir des cartes aussi en option, des choses comme ça. Moi j'ai pris la version print and play, et alors pourquoi il y a des dungeon crawlers, ça ressemble à des 100 dungeons, ou ça pourrait ressembler peut-être à For Against Darkness, et parce qu'il y a une petite différence dans le déroulé du combat. On est sur un jeu qui n'a pas un combat hyper tactique comme peut l'être League of Dungeoneer. Moi, j'ai pas commencé à y jouer à League of Dungeoneer. Je me suis dit que j'allais commencer par celui-là avant, pour me mettre dans cet esprit-là un petit peu. Et parce que celui-là est très agréable, parce qu'on a de l'exploration qui est intéressante. C'est pas une profondeur extrême, mais elle donne envie. Il y a beaucoup de choses à explorer, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a pas mal d'ennemis. Et puis il y a ce petit système de combat qui s'appelle D66 finalement, avec 2D6, qui change un peu de ce qu'on a. Je sais pas si ça existe par ailleurs, j'ai pas assez de connaissances sur ce type de jeu pour savoir, pour tous les connaître, mais je vais vous en parler en tout cas dans cette vidéo, parce que c'est ce qui me donne le petit côté sympa à ce jeu-là, je trouve. Et qui change un peu de ceux qu'on peut trouver habituellement. Vous allez voir qu'on va retrouver des choses qu'on voit souvent dans ce type de jeu, des tables de décision. Ça ici, par exemple, ici c'est le codex, Tables Codex. Ce ne sont que des tables de tirage aléatoire. Et vous avez un bon paquet. J'ai presque 100 pages de tables. Donc il y en a pour beaucoup de choses. C'est un jeu qui se déroule dans un univers médiéval fantastique très classique. Vous allez retrouver des types de monstres qu'on connaît déjà, d'autres un petit peu moins, mais c'est pas dramatique. Il y a quand même un petit lore qui existe, il y a des déités, des dieux qui existent aussi, auxquels on va pouvoir rendre hommage ou faire des offrandes pour récupérer des points en échange, et faire appel à eux quand il y aura besoin. Il y a des petites choses comme ça qui sont juste ce qu'il faut pour récupérer leur faveur, je cherchais le mot, mais il y a des petites choses comme ça qui sont très très sympas. En termes d'exploration, donc je vais vous faire voir, je zoomais. Donc ici, commençons par le commencement, ça c'est les dés pour jouer, ça c'est la règle de jeu, elle n'est pas épaisse, en plus moi je l'avais pas en recto verso, je me suis trompé en faisant l'impression, mais elle n'est pas très très épaisse, c'est du format A5, donc j'ai 2 pages par page A4, donc ça va, ça se tient bien. Le plus gros, ce sont les pages du codex. Il y a une version tablette aussi, pour pouvoir s'y retrouver. Moi, j'ai pas trouvé très pratique sur mon Chromebook, mais c'est peut-être lié au Chromebook ou au logiciel que j'ai, c'est pour lire les PDF. Sinon, il y a une version tablette exprès, pour pouvoir retrouver plus facilement les tables. Vous avez des feuilles de personnages. Alors c'est marrant, parce que les feuilles, elles ont un look un peu Star Trek, je trouve. Mais c'est très, très clair, elles sont pas très compliquées, hein, les feuilles de perso. Avec l'inventaire derrière, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on rentre pas dans le détail, mais qui sont expliquées quand même dans les règles pour dire, bah voilà, ça, vous faites ça un peu comme ça, vous pouvez vous arranger avec ce côté-là sans exagérer, et ainsi de suite. Il y a quelques trucs très précis et d'autres un petit peu laissés à l'appréciation du joueur pour faire un peu le roleplay aussi. Alors, si on retourne sur mon exploration, je suis en cours d'exploration sur un niveau 1. Donc le jeu se joue, je crois, jusqu'en 10 niveaux, il me semble. Et on peut sortir du donjon à n'importe quel moment. Alors je vais zoomer dessus. Donc voilà mon entrée. Donc voilà que j'ai fait un cadre qui délimite les bords du donjon du niveau 1. Et puis là j'ai une série de couloirs que j'ai pas explorés. Je tombais que sur des couloirs au tout début de mon aventure. Et puis ici j'ai trouvé un endroit où il y avait des caisses qui étaient entreposées, c'était mes premiers combats. Et je suis remonté comme ça dans le donjon. Donc parfois je trouvais d'autres couloirs. Et 2 salles ici. Alors quand j'avais pas la place de marquer les noms, là il y avait un poste de garde. Et ensuite il y avait un kennel ici. Un chenil.
avec un garde et son chien. Alors le truc super sympa dans l'exploration, c'est quoi? C'est que en fait quand vous allez... donc si c'est l'entrée du donjon qui est vide et qui est délimitée, on lance en fait la taille des salles. Pour lancer la taille des salles, qu'est-ce qu'on fait? On lance 2d6, et dès ce moment-là, on joue déjà avec les 2d6, avec ce système D66 finalement, avec un dé principal, ce qu'on appelle le dé primaire, et le dé secondaire. D'accord. Et cette notion de primaire secondaire sur les dés, donc on a besoin de 2 dés différents de couleurs pour les différencier, est importante également, elle a de l'importance dans le combat. Donc ici, quand je vais lancer, quand je vais explorer, quand je vais prendre une sortie d'une salle, comme c'était le cas à l'entrée, ou une salle que j'aurais déjà explorée, je vais lancer ces 2 dés-là pour connaître la taille de ma salle. Le dé primaire va servir pour, par exemple, l'abscisse, et le dé secondaire pour la largeur, donc l'abscisse et l'ordonnée. Donc si par exemple je fais ça, je vais avoir une salle qui fait 4 en longueur ici, ou en largeur, comme vous placez, mais en largeur ici, et en hauteur j'aurai 2. D'accord? Vous allez avoir un troisième dé, alors moi je le lance en même temps, qui va représenter le nombre de sorties. Donc quand on a 1 sur le dé, il n'y a pas de sortie, c'est une salle mais il n'y a plus de sortie après. Ensuite 2, 3, vous avez une sortie, 4, 5, vous avez 2 sorties, et 6, vous avez 3 sorties. Ensuite, en fonction de la taille de la salle, ce sera soit une petite salle, soit une salle normale, soit une grande salle. À ce moment-là, vous avez 3 tables qui se trouvent dans le codex ici, sur lesquelles on va faire un tirage. Alors, si par exemple... Alors, truc très intéressant, important aussi, et qu'il faut avoir absolument, c'est de sortir l'index des tables, parce que parfois ça y fait référence tout le temps, et c'est plus pratique de le voir dans l'ordre alphabétique pour retrouver la page facilement et pas avoir à chercher dans toutes les pages. Ici par exemple, donc 4 et 2, c'est une salle normale. 4 par 2, ça fait 8 cases. Et les petites salles, c'est à partir de 6 ou moins. Voilà, donc c'est en 42-43, c'est Human Ancestry, The Entry Part 1 et 2, parce qu'il y a 2 pages. Et là, en fait, j'ai une double page, parce qu'on a toutes ces entrées-là. Et là, c'est pareil, c'est un D66, avec le primaire et le secondaire. C'est pas seulement le D... c'est pas 12 entrées. Donc, je lance ce D66. Donc, elle fait 4 par 2, donc je peux déjà la dessiner, par exemple. 4 par 2, j'ai 1, 2, 3, 4. Bon, alors, je peux très bien faire ça. 1, 2, 2 en hauteur. 3, encore 1. Voilà. Et si je lance le nombre d'entrées... Elle a une entrée. Enfin, une sortie plutôt, une entrée. Une sortie. Donc après, je vais décider la sortie où est-ce que je la mets. Je vais la mettre ici. Quand on dessine une entrée, on fait une sorte de début de couloir. Et voilà, pour l'instant, je ne mets pas de porte. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'aurai lancé la résolution dans ce tableau-là, on aura une colonne qui va nous dire quel type de porte on a. Donc ça peut être une arche, c'est-à-dire que c'est une porte ouverte, à ce moment il n'y a pas à se poser de questions. Ça peut être des portes en bois, ça peut être des portes renforcées, et je ne sais plus s'il y a une dernière, ça peut être du random aussi, donc on peut lancer un random sur la porte. Et ensuite vous avez l'indication si la pièce est unique ou pas. D'accord? Donc dans la dernière colonne, ça veut dire que si jamais vous déterminez une salle alors qu'elle est unique et que vous l'avez déjà dessinée sur votre plan, vous ne la redessinez pas, vous refaites une redétermination de salle. C'est ce qui va donner un peu son aspect sympathique au donjon. Et là, vous voyez que là, les pièces, c'est les pièces de niveau 1. Ça veut dire que pour les donjons de niveau 2, 3 et 4, vous aurez encore d'autres tables. Ce ne sera pas les mêmes donjons à nouveau. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tables finalement, parce qu'on va avoir quelque chose qui va évoluer dans les 10 niveaux de donjon. Donc je lance les 2 dés. Le primaire, c'est mon rouge, et le blanc, c'est mon secondaire. Et je regarde, j'obtiens 26. Donc, enfin, 2 et 6 plutôt. Donc je vais me positionner. 2 et 6, qu'est-ce que c'est? Ah c'est encore un chenil, et... j'ai déjà fait le chenil. Et en plus, il est unique. Donc je vais le relancer. D'accord? C'est la pièce que je viens de quitter, justement. On a 1 et 1. Ah, et bien là, du coup, une belle démonstration. Empty space. Donc c'est une salle vide. Ça nous dit, this room is bare and seems to have been cleared out or forgotten about. Donc c'est une salle qui a été abandonnée. La salle est calme, on n'entend rien. Le type de sortie, c'est des arches,
et elle n'est pas unique. Donc c'est-à-dire que j'ai une petite salle ici, c'est bien quand on va pouvoir en faire une deuxième, qui est vide, sans importance, sans intérêt, ici. D'accord? Donc voilà. Moi je remplis les couloirs avec des petits trucs noirs pour faire mon plan de donjon. Et ça on fait comme on veut. Et je sépare les salles à chaque fois par du mur épais. On pourrait très bien coller toutes les salles, mais ça va comme ça. Bah du coup, ça veut dire qu'en fait, donc mon personnage, bah, il se trouve ici, hein, il va continuer ici. Je pourrais très bien, si j'arrive sur une voie sans issue, bah, aller explorer une des sorties que j'ai laissées à l'entrée. D'accord. Coup de bol, on avait comme une sortie, donc on peut refaire une détermination pour la salle suivante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on relance des principales, des secondaires pour la taille de la salle. Je lance directement le dé vert là pour les sorties. On va le faire en un seul jet. Cette fois-ci, on a 5 et 3, donc une salle de 15, une salle normale, et 3 sorties. Donc 3 sorties, c'est pas une conversion, c'est une petite table de détermination. Donc 5 en longueur, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc on va le faire comme ça. 3 en hauteur, hop, comme ça. Hop là. Et 3 sorties, donc 3 sorties, on peut déterminer où est-ce qu'on les a. Donc je vais en mettre une au milieu ici. Et je vais en mettre 2 ici, j'en vais mettre une première ici. Et une seconde ici, j'essaie de les répartir. Et vous pouvez faire un tirage aléatoire sur le positionnement des portes, je crois que c'est pas important. Pour l'instant, je ne connais pas encore le type de porte parce que je n'ai pas déterminé le type de salle. Donc là, on est sur du 5 par 3, 15. C'est pas une grande salle, on est sur la même table. Donc on va repartir pour faire un D66 là-dessus. Et déterminer cette nouvelle salle. 26, ben, décidément c'est le Kennel toujours. on va le relancer. Je dis Kennel Chenil, j'imagine que c'est ça, hein, parce qu'il y avait un chien. 6-1. Ah. Qu'est-ce que ça donne 6-1? Ouh. Je fais haut parce que c'est l'apothicaire. Et l'apothicaire, c'est sur la deuxième partie. 6-1. L'apothicaire, il est là. Et on va déterminer le type de porte, justement. C'est marrant, parce que je n'ai jamais fait. C'est une salle unique. Et là, chez l'apothicaire, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne la description. Il y a une table qui est couverte de vases, de jarres et de bouteilles, des parchemins pleins de scripts dessus, d'écriture. Et les parchemins sont accrochés sur le mur. Et on doit rencontrer l'apothicaire. Et si on survit, on peut rechercher dans les tables pote 1 et pote 2. Donc qui sont des potions en fait, les tables de potions, potion 1 et potion 2. Mais il faut rencontrer l'apothicaire. Donc c'est ce qui va se passer. Dans les salles, en fait, on va avoir quelque chose derrière. Soit on va nous indiquer l'ennemi qu'on va affronter, ou les ennemis, il peut y en avoir plusieurs. Soit on aura parfois des tirages aléatoires sur une table d'un type d'ennemi. Et en fait, ce type d'ennemi, il dépend souvent du lieu, de la salle dans laquelle on se trouve. Par exemple, dans le poste de garde, j'ai rencontré un garde, j'avais plus de chances de rencontrer un garde, il y avait un garde où il y avait d'autres types d'ennemis, mais qui avaient un rapport avec la salle de garde. Donc ça, c'est assez sympa, parce que ça reste quelque chose qui est thématique, c'est aléatoire de temps en temps, mais c'est aléatoire en gardant quelque part quelque chose de thématique, et donc ça, c'est plutôt cool. D'accord? C'est que j'ai eu un moment, j'étais dans un endroit où c'était une boucherie, ou un truc comme ça, ou un abattoir plutôt, et il y avait un boucher dedans. D'accord? C'était pas forcément tout le temps le cas, mais il y avait là, pour le coup, je tirais un boucher. Il y a toujours un rapport entre la salle et ce qu'on va tirer comme ennemi. Donc là, c'est l'apothicaire. Donc l'apothicaire, alors on a le choix pour rencontrer l'ennemi. Soit je prends la carte de référence que j'ai imprimée, que j'ai mis sous sleeve, soit j'ai le bestiaire ici, avec des cartes où l'impression est un peu plus grande, et je vais pouvoir trouver l'apothicaire, qui est le premier ennemi qui est ici, en plus grand. D'accord, ça dépend de vos goûts, si vous avez à lire ou pas. Donc on va faire un petit zoom, on va profiter de faire un petit zoom sur l'ennemi, et parler du système de combat, justement. Donc les sorties, vu que je suis dans la salle et que je dois rencontrer l'apothicaire, sont tout ce qui est sortie, loot de la salle, puis recherche dans la salle, et on verra le loot sur l'ennemi, passeront dans un second temps. De toute façon, il faut que j'affronte l'apothicaire,
et après je pourrais m'occuper de la salle. D'accord? Tant que j'ai pas éliminé l'ennemi, je peux pas m'occuper de la salle. Je regarde pas ce qu'il y a dedans, et je peux pas non plus m'échapper. Donc ça c'est le petit bémol peut-être du jeu, c'est que j'imagine qu'il y a soit à faible niveau quand on n'est pas très fort et quand on rencontre un ennemi plutôt puissant, ou à grand niveau quand on se croit fort et que finalement l'ennemi est plus puissant, il n'y a pas de moyen de s'échapper. Enfin, j'en ai pas vu pour l'instant. On est obligé de faire le combat. Donc là, truc de l'ennemi, comment ça se passe? On a son nom, l'apothicaire, on a une petite image ici, toute petite. L1, H sera H pour humain, je suppose, je sais plus. Donc L1 c'est parce que c'est le niveau 1, donc on a des ennemis pour chaque... Oh, je pense que tout au long du donjon on pourra tomber sur des niveaux 1, mais on a des ennemis, on aura des nouveaux ennemis pour le niveau 2, 3, 4 et jusqu'à 10. D'accord? Donc il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que dans les cartes ici, ça c'est tous les ennemis différents que vous avez pour le niveau 1. Donc il y en a déjà pas mal, hein. Ça fait une belle variété de bestiaires. Après vous avez à peu près équivalent pour le niveau 2. Et je pense qu'après sur le niveau 3 et 4, on en a quelques-uns en plus qui se mélangeront à nouveau à ceux-là. Donc on a ces caractéristiques, 12 points de vie. XP35 c'est l'expérience que vous rapporte l'élimination de l'apothicaire. Shift plus 1, donc ça fait partie du système de combat, on va y revenir, c'est Shift plus 1, moi par exemple, mon personnage a un Shift plus 2, on va voir ce que ça fait. Le Treasure, sur quelle table de trésor ou de découverte ou de loot, on va lancer un dé pour savoir ce qu'il avait sur lui, ou ce qu'on récupère sur son cadavre en lui faisant les poches. Interrupt, ça fait partie du combat, c'est une manière d'interrompre vos attaques, de minimiser vos attaques, on va dire. Et on va en parler pour le combat. Les manœuvres, c'est le système de combat, on va y revenir parce qu'on a exactement la même chose. Et ensuite, vous avez toujours une petite description, et ça c'est sympa, c'est pas la description juste, c'est un apothicaire qui traîne là, vous avez le petit laïus pour tous les ennemis, et c'est plutôt sympa. Donc lui, il porte des breeches, parce que c'est une tunique en cuir, et du coup, à l'intérieur de cette tunique, il a plein de petites potions, enfin de petites fioles, et on imagine bien qu'il va nous les balancer sur la figure. Donc voilà, il en prend une, et il vous l'envoie au moment où ils attaquent. D'accord. Donc, systématiquement dans les combats, on va avoir nous un peu l'initiative, c'est nous qui tapons en premier dans le combat, mais parfois dans certaines rencontres, ça peut être décrit dans la salle ou peut-être sur la feuille d'ennemi, ce sera l'ennemi qui jouera en premier. D'accord. Alors c'est important parce que si on l'élimine avant qu'il fasse son attaque, du coup il n'a pas le temps de répliquer. Et après on a le Miss Attack Roll et le Prime Attack Roll qui sont en fait le fumble et le critique. Pour lui. Donc un double 1, il rate quelque chose et il y a un effet. Un double 6, il réussit son attaque et c'est ce qui se passe pour son attaque. Et ici, dans les manœuvres, on a son attaque justement, et nous, on va avoir la même chose. Donc le système de combat, c'est quoi? Ce fameux système avec les 2 dés. Et ben, c'est que, je vais prendre ma feuille de personnage. J'espère que ce sera assez lisible. De toute façon, je vais vous le dire. En début de partie, on sélectionne une arme, d'accord? On ne va pas changer d'arme tout au long de notre partie. Enfin, c'est pas prévu. En fait, on a une arme, on sait très bien la manier, donc on n'a aucune raison d'aller essayer de prendre une hache alors qu'on manie très bien une épée longue, et que c'est là-dessus qu'on est le meilleur, on va pas aller s'amuser à prendre quelque chose qu'on ne manœuvre pas, parce qu'on est bon sur cette arme. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez garder la même arme tout le temps, et par contre, vous voyez qu'il y a un endroit pour mettre les runes qui sont appliquées, donc je pense qu'il y a des petites choses qui vont venir améliorer l'arme. Ensuite, en fonction de votre niveau de personnage, là moi j'ai un personnage de niveau 2, parce que je suis passé au niveau 2, ça avec 100 points d'expérience on passe au niveau 2, et bien vous avez pour chaque arme, donc il y en a 3 je crois au départ, il y a une hache, il y a la longsword, il y en a une troisième, vous avez une liste de manœuvres, donc ce qu'on appelle des manœuvres, on le retrouve sur les ennemis, les manœuvres, avec des niveaux. Quand on est au niveau 2, j'ai le droit à 2 manœuvres de niveau 1 pour l'instant. Donc ici, dans une liste de manœuvres, j'ai choisi, je ne sais pas si je vais retrouver les manœuvres ici. Donc ici, Weapon Manœuvre, table 1, la Longsword, la Grande Hache et la Masse Lourde. C'est les 3 types d'armes qu'on peut choisir par. On a du niveau 1. Du niveau 2, c'est le niveau de maîtrise de l'arme, hein, c'est pas le niveau de l'aventurier. Et le niveau 3, de maîtrise. Et vous voyez, pour chaque niveau, on a un choix de manœuvre. Une manœuvre, c'est quoi? C'est une valeur de D6, avec une valeur de D primaire, une valeur de D secondaire. Donc ça veut dire, par exemple, moi j'ai choisi le Heavy Slash,
Alors c'est quoi la différence sur les manœuvres? C'est les dégâts qu'ils vont faire. Le Heavy Slash, il fait 1d6 plus 2. Pour faire un Heavy Slash, il faut que je lance, que j'ai un résultat sur mes dés, quand je fais mon attaque, de 6 en dés primaire et de 4 en dés secondaires. À ce moment-là, quand je vais faire mon attaque, si j'ai 6 et 4, ce sera un Heavy Slash, enfin je pourrais utiliser Heavy Slash, et faire 1d6 plus 2 de dégâts à l'ennemi, que j'aurais choisi d'attaquer. Le Slice, c'est un 3 et un 3, et par contre, lui, il est peut-être plus facile à avoir, il fait 1d6 moins 1. D'accord, il fait un peu moins de dégâts, il s'obtient avec un 3 et un 3. Alors, pourquoi c'est bien par rapport à d'autres, on parlera de l'armure après. Eh bien, c'est parce que, en fait, ici, quand vous allez lancer le dé, si je fais une attaque, par exemple, j'ai 6 et 5. Là, vous pourriez vous dire, bah, j'ai raté, j'ai ni 6 et 4, ni 3 et 3. D'accord? On distingue bien le primaire et le secondaire. Il faut que j'ai le primaire qui soit égal à mon primaire ici, le secondaire qui soit égal au secondaire ici. Et bien, c'est là que j'ai une valeur qui s'appelle le shift. Le shift, c'est une valeur que je vais pouvoir répartir sur mes dés pour obtenir le résultat d'une manœuvre. Donc ici, j'ai un shift plus 2, enfin, j'ai un shift plus 2, ça veut dire que je peux... Enfin, c'est un shift 2 d'ailleurs. Mais je peux modifier de 2 sur l'ensemble mes dés. Ça veut dire que je peux faire un plus 1 sur un dé et un plus 1 sur l'autre, un moins 1 sur un dé et un moins 1 sur l'autre, ou un plus 2 sur un seul dé, par exemple. D'accord? C'est 2 points que j'ai à répartir sur mes dés. Donc là, je peux très bien dire, bah, je retire un point de mon dé secondaire, et là, j'ai bien 6 et 4 qui correspond à mon Heavy Slash. Ok? Alors pourquoi c'est important? C'est pas uniquement pour obtenir le slash, ça pourrait être aussi pour obtenir le 3 et 3, parce que je préfère attaquer avec celle-là qu'avec celle-là, même si celle-là fait moins de dégâts. D'accord? Ça peut arriver, on va voir pourquoi. Donc là, le shift, il me sert à ça. On a le shift, la discipline et la précision. Alors la précision, j'ai pas vu encore à quoi ça servait. La discipline, c'est pour la magie. J'ai un parchemin de magie. Alors la magie est sous forme de parchemin. Et je peux avoir 3 parchemins sur moi. Pour faire un jet de magie, il faut que je fasse un double. C'est-à-dire qu'en fait, pour activer mon sort, il faut que je fasse un double sur mes dés. Et j'ai un discipline plus 1, donc je peux modifier un dé de 1, de plus 1 ou moins 1 pour obtenir mon double. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir augmenter aussi, ou alors je vais pouvoir prendre des potions pour l'augmenter, je crois. Mais ça sera le même principe que sur les armes, sauf que c'est une autre capacité qui s'appelle discipline, qui me permet d'essayer d'obtenir un double pour exécuter mon parchemin, et en fonction du parchemin, ça donne un effet différent. Alors, je vous ai dit que parfois, on va essayer de chercher pas forcément la valeur qui fait le plus de dégâts, mais l'autre valeur, parce qu'il y a les armures. Les armures, comment elles marchent? Ben moi, j'ai une palette unique ici, et le dice 7 pour cette palette unique, c'est 5. Ça veut dire que le dé primaire, 5, ça correspond à la valeur du dé primaire de l'attaquant, donc de celui qui va m'attaquer, moi. Si jamais son attaque, elle a un dé primaire qui a une valeur de 5, je vais pouvoir appliquer l'effet de ma tunique, comme défense. Et là, ça a un effet de moins 1 sur les dégâts que je vais prendre. D'accord? Donc il y a d'autres armures qu'on peut trouver, par contre, qui vont avoir différents die sets, où on peut avoir 3 pièces d'armure, pas 2 identiques, mais on peut avoir 3 pièces d'armure, qui vont venir compléter, en fait, ce die set, pour essayer d'absorber le maximum de dégâts. Donc ça, c'est sympa, parce que ça donne le côté localisation du coup, et armure en même temps, qui se cumulent. Pas une seule armure qui fait tout. Donc ça, j'aime bien. Et évidemment, les ennemis ont la même chose. Ils ont d'ailleurs beaucoup plus de capacité en défense que nous. Donc ces ennemis-là, par exemple, on revient sur l'apothicaire. En attaque, il a 4 et 5 comme manœuvre d'attaque, et ça lui fait D6 moins 2 dégâts. Il a 1 et 5, vous voyez qu'il a 2 fois le 5, mais il a 2 fois le 5 en dé secondaire, c'est avec ma palette unique, elle ne sert à rien contre ses attaques. Parce que c'est sur le dé secondaire le 5. Alors, lui, sa deuxième attaque, c'est 1 et 5, c'est un nuage de gaz, ça fait D6-2, il a un effet spécial qui fait que, s'il réussit, et si je prends les dégâts, je ne pourrai pas attaquer au prochain tour. D'accord? S'il fait 1 et 1, ce sera un fumble, le 6 et 6, ce sera une attaque. Vous allez voir que nous aussi, on a un critique qui est disponible. Et il a Interrupt, en fait, son Interrupt à lui, c'est en quelque sorte son armure. Donc ça veut dire qu'il a un Blinding Smoke on Primary 1 and 4, ça veut dire que si mon attaque, elle touche avec un 1 en primaire ou un 4, ça fait moins de dégâts, il absorbe moins de dégâts. Donc moi, dans mes attaques, j'ai aucune de mes attaques qui aura un 1 ou un 4 en primaire. Donc cet effet-là, en fait, je vais l'ignorer parce qu'il ne pourra jamais me le faire.
Et c'est pareil pour son Glowing Shield on Secondary, parce qu'en fait c'est sur le secondaire, le désecondaire, si c'est un 2, il fait moins 2 de dégâts. Mais j'ai aucune attaque qui a ça. Donc en fait ces défenses, ces d'interruption, il ne pourra pas me les faire à moi. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez en fonction des ennemis, vraiment des choses différentes. Hein. Est-ce qu'il y en a un ici qui pourrait m'embêter? Vous voyez par exemple ici le cultiste, vous voyez pas, mais le cultiste, là, le Rob Swoop sur le désecondaire 4, il fait moins 1 de dégâts. C'est-à-dire que mon attaque 6-4, qui est égal à un D6 plus 2, elle subirait un moins 1 en dégâts avec lui. Par contre, pas mon attaque avec 3 et 3. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, parfois on peut essayer de chercher l'attaque qui ne prend pas de malus par le défenseur. Le Dark Cleric, il avait sur les désecondaires 1, 2 et 3, il pouvait se soigner. Voilà, il y a différentes choses, donc ils ont différentes attaques. Et en fait, ce système-là fait qu'on a un petit peu plus de profondeur que seulement une valeur d'attaque, une valeur de défense, avec des dés à faire au-dessus ou en dessous. Je trouve que c'est un tout petit peu plus intelligent. On a l'impression que c'est un tout petit peu plus tactique ou que c'est un peu plus thématique. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que finalement, ça rend les personnages et les ennemis un peu plus uniques que juste une valeur de défense, une valeur d'attaque et un dé à lancer, et puis celui qui fait le meilleur dé, il gagne en fait. Donc, et puis on attend que les points de vie descendent uniquement en réussissant nos attaques. Là, on a sur autre chose, on a un petit choix tactique potentiellement, et j'imagine que les potions, des choses comme ça, ou des faveurs des dieux, ou ce qu'on peut trouver dans le jeu, vont faire en sorte de pouvoir modifier légèrement ça. Ah bah non, j'espère, ça veut pas dire que ça va varier énormément, mais vu qu'il y a une grosse variété d'ennemis, et nous ce qu'on peut avoir comme manœuvre, parce que en début de partie, vous choisissez 2 manœuvres sur le niveau 1, bah vous avez une grosse variété de possibilités quand même. D'accord? Après, elles sont pas très différentes, c'est-à-dire qu'en fait ici j'ai 3 manœuvres qui vont me faire D6-1, mais vous choisissez quelle valeur. Donc ça rend quand même votre personnage unique par rapport à ces valeurs-là. Quand j'ai choisi, j'ai pas été voir les ennemis pour savoir ce qui était le mieux. J'ai pris au pif. Donc il y a certains ennemis qui vous embêteront plus. Peut-être qu'à un niveau plus fort, je serai plus embêté, et ainsi de suite. Vous voyez qu'au niveau 2 de manœuvre, on a carrément des attaques qui sont violentes. On a du D6 plus 4. On n'est plus sur du D6 moins 1, on est sur du D6 plus 4, du D6 plus 7, avec un 6 et un 5. Après, il faut aller le chercher. Donc ça, c'est super sympa. Donc comment ça va se passer si là je fais combat contre l'apothicaire, je vais mettre mon apothicaire ici. Donc c'est la salle H, on va dire. La H, c'est l'apothicaire. Donc il a 12 points de vie. Et moi en ce moment j'en ai 19. Voilà, j'ai mis mon décompte ici. Et ça va être très simple, donc pour lui je vais faire la même chose, je vais prendre un dé, pour les ennemis je prends un dé rouge, un dé vert, comme des primaires, des secondaires. Moi j'ai toujours mon rouge en primaire, mon dé secondaire. Et on va amener aussi une petite... comment ça s'appelle ? Une petite carte de combat. Pourquoi ? Alors, en fait dans le combat, il va y avoir cette notion de fatigue, parce qu'en fait le problème de ce genre de jeu parfois, c'est que les combats, qui sont basés uniquement sur des dés, on va le mettre ici, qui seraient basés que sur des dés je vais prendre la carte de l'apothicaire peut-être, que sur des dés qui peuvent durer très longtemps parce que personne ne touche ou tout le monde défend correctement, ça peut rallonger le combat. Et ici on a un système qui empêche que ce combat soit trop long. Donc je vais mettre l'apothicaire ici. Hop là. Ça, vous le voyez aussi. Il a 12 points de vie. Et il peut m'apporter 35 points d'expérience. De toute façon, pour passer au niveau 3, je suis très loin. Hein, parce que le niveau 2, on passe au niveau 2 de personnage. Hein. On passe à 100 points d'expérience, mais le niveau 3, on passe à 500 points d'expérience. Et là, je suis à 133, donc j'ai le temps de terminer, je pense, ce donjon-là avant de passer au niveau 2. Et c'est moi qui attaque en premier. Donc, puisque je vais faire mon attaque... Ah oui, je vous parlais de cette carte-là. On va compter les rounds. On a un numéro de round qui a 1, puisqu'on est au premier round. Et quand on arrivera au round 4,
Donc après 3 rounds passés à avoir combattu comme ça, au round 4, il y a la fatigue qui va commencer à s'installer. À partir du round 4, on va avoir un petit dé qu'on va mettre ici sur le 1 aussi, qui est un shift supplémentaire. Donc ça veut dire que moi qui suis en shift 2 pour l'instant, je vais avoir shift 3 au round 4. Lui qui est en shift 1, il aura shift 2 au round 4. Donc plus de possibilités de manipuler les dés. Donc ça c'est quand on sera au round 4. Au round 5, on va passer à 2. Donc plus de shift, donc lui il aura 3 et moi j'aurai 4. Au round 6, on passe à 3 shifts. Et tous les rounds suivants, on sera sur 3 shifts. En fait, ça simule un peu la fatigue des deux et les ouvertures possibles dans la défense de l'adversaire, et ou les possibilités d'attaque mieux placées. Et du coup, le combat, forcément, avec un shift, quand on a 3 shifts, donc ça fait 4 avec celui de base du personnage, donc 4 points pour manipuler 2d6, on va forcément commencer à faire des attaques qui vont toucher tout le temps. D'accord ? Donc, le combat, il dure rarement plus de 5-6 rounds, de toute façon. Après, pour l'instant, il n'y a pas de gros, il n'y a que 12 HP pour l'ennemi, moi j'en suis à 19. Mais vous voyez que ça l'accélère rapidement après le 3e round. D'accord ? Parfois, vous pouvez gagner en un round, il n'y a pas de souci. Et donc, ce système est plutôt sympa, très simple, et je trouve très ludique en fait. Très ludique. Alors évidemment, on revient quand même sur un lancer de dés. Hein. À partir du moment où il y a des dés, il y a du hasard, donc ça peut ne pas faire. Donc par exemple, on va faire ce petit combat-là. Enfin, ce petit combat, j'espère que je vais le passer. Ce serait dommage que je suis arrivé là et que je meure pendant la vidéo de présentation. Donc je lance mon rouge chez le primaire, le blanc le secondaire, c'est moi qui attaque. Je fais 1 et 5. Bon, 1 et 5 pour faire 6-4 ou pour faire 3-3, c'est un peu raté. Moi j'ai que 2 à mettre. Donc au mieux, je pourrais faire que 3 ici. Ça fait 3-5, c'est aucune de mes touches. D'accord ? Donc moi je rate mon attaque. On fait l'attaque pour l'ennemi. Donc pour l'instant, je n'ai pas de shift. Comme ça. Ah, 1 et 1. Voilà, on commence par un fumble de l'ennemi. Donc le fumble, c'est Mishap Attack Roll. Alors, une des fioles explose à vos pieds, mais rien ne se passe. Vous gagnez une attaque une extra attaque, une attaque supplémentaire. Donc je vais lancer mon dé en plus pour faire mon attaque en plus. C'est sûrement Merlin qui a envoyé son flacon. Et là, je fais 4 et 1. Alors 4 et 1, ça va pas m'aider non plus beaucoup, parce que 4 et 1, au mieux, je peux faire 5 ou 6, mais ce sera pas suffisant. Je peux faire 3 et 2, mais ce ne sera pas suffisant non plus. D'accord ? Le 3 et le 2 ne fonctionnent pas pour moi. Moi, j'ai besoin de faire 3 et 3 ou 6, 4. Et ça, c'était le premier round. Donc on passe au round 2. Toujours pas de modificateur en plus. Et je fais ma deuxième attaque. Enfin, je fais mon attaque. 5 et 5. Alors, 5 et 5, bah là par contre, avec ce 5 et le 5, je peux ajouter 1 pour faire 6 et diminuer de 1 pour faire 4. Cette fois-ci, je fais mon attaque qui fait 1 des 6 plus 2 de dégâts. Donc je lance mes dégâts, et lui, il n'a rien qui m'interrompt. Donc, parce que c'est des primaires 1 et 4 ou des secondaires 2. Donc 5 de dégâts, plus 2, ça fait 7 de dégâts. Il passe à 5 points de vie. Vous voyez que ça pète. Là, en ce moment, on est sur du combat plutôt rapide. Donc lui, il n'est pas en reste. Il va lancer son attaque. 2 et 6. Alors, est-ce que 2 et 6, avec un de modificateur, il peut faire quelque chose ? Non, il peut pas. Parce qu'il peut faire 2 et 5 potentiellement. Il a que 1, lui, en shift. Hein. Il peut faire 2 et 5, et je pense que les niveaux supérieurs d'ennemis, ils auront plus de shift, j'ai pas regardé. Mais... Et 4 et 5, et tout, il pourra pas le faire non plus. D'accord ? Donc il rate son attaque. Et donc on passe au round 3. Alors, petite précision, si jamais je fais un 6-4 directement, sans utiliser mon shift, à ce moment-là, je fais ce qu'on appelle un coup critique. C'est quoi ? C'est que je vais pouvoir ajouter à mes dégâts ma valeur de shift. Ce qui veut dire que, par exemple, dans mon cas, si je fais 6-4, j'ai 1 des 6 plus 2,
et je vais rajouter le plus 2 de mon shift. D'accord, qui est ma valeur. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir utilisé ici sur mes dés, ça vient en utilisation de dégâts supplémentaires. Voilà, c'est comme ça que ça fait un effet critique. Et ce serait pareil sur mon autre attaque. Donc là, je vais quand même lancer mes dés pour dans le troisième round. 1 et 4, c'est pas top, parce que je peux faire que 3 et 4, et ça ne suffira pas. Donc je rate mon attaque. Et lui, il fait 6 et 3. 6 et 3, il peut faire que 5-3, ça marchera pas, donc il rate son attaque aussi. Il peut faire mieux que 5-3. On arrive donc au quatrième round. Et quatrième round, là, cette fois-ci, on rajoute un shift de 1. Donc maintenant, j'ai 3 en shift, donc je peux modifier mes dés avec 3 points, et lui, il a 2, et il peut modifier donc ses dés avec 2 points. Si c'est 1, a priori, ça marcherait pas, mais maintenant, j'ai un shift de 3. Donc je peux passer le 1 en 4 pour faire mon attaque qui fait 1 des 6 plus 2. Vous voyez que ça change aussi. Dans l'autre cas, j'aurais pas jusqu'au round 3, je pouvais pas faire ça. Là, je fais 3 plus 2, 5. Bah, j'élimine l'apothicaire. Donc vous voyez que le combat était plutôt rapide et évidemment, ce shift à partir du quatrième round permet d'accentuer l'écart qu'il peut y avoir entre deux ennemis. Parce que moi j'ai un shift 2, lui un shift de 1. Et en plus, vu que c'est moi qui joue en premier, ça l'accentue grandement. Mais là, parce que j'imagine qu'on est sur du niveau 1 d'ennemis. Je pense que si je prends des ennemis de niveau 2, il faut regarder un petit peu. Ennemis niveau 3, j'en vois qui ont des shifts 2. En ennemi niveau 2 aussi. Bon, ils ont encore du 1 et du 2. Mais ils ont plus de points de vie, les ennemis niveau 2, et ainsi de suite. Donc, j'ai pas vu d'ennemis niveau 1 qui ont un shift supérieur à 1. Donc je pense que ça reste simple sur le niveau 1. Et donc voilà comment se déroule le combat. Une fois que le combat se terminé, parce que là j'ai éliminé l'apothicaire. Donc vous voyez que c'est plutôt très très simple. On a différents loots. On a le loot sur lui qui est la table de potion 1. Donc la pot 1 table. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'index il est utile. Je prends pot 1. Enfin, pot 1. 16. Il y a 4 tables de potions. Page 16. On a toutes les tables de potions et de sorts qui sont ici. Pot 1, je lance un des 6. Alors parfois, vous pouvez très bien avoir vous dites faire telle table, -1, -2, pour faire varier, et ça fait encore une variation thématique par rapport à l'ennemi qu'on a trouvé. 2, c'est une potion de soin, c'est pas mal. C'est pas mal la potion de soin. J'en avais déjà une potion de soin, Potion of Healing. Ça permet de soigner 10 points de vie. Alors à noter que dans le jeu, vous avez un nombre de points maximum, moi, qui suit le niveau 1. Au niveau 1, vous avez 10 points de vie, niveau 2, 20 points de vie, ainsi de suite. Les potions de soins vous font récupérer des points de vie jusqu'à votre maximum. Par contre, vous pouvez très bien avoir des potions qui vous ajoutent des points de vie. D'accord ? On peut dépasser le maximum. Donc ça, c'était ce que j'ai trouvé sur lui. Et plus, j'ai gagné 35 XP. Ça fait que je suis à 168 points. Mais c'est pas tout. Dans cette salle-là, on avait 3 sorties qu'il fallait qu'on tire en random. Et on avait également... je me rappelle plus, j'ai pas noté ce que j'avais comme truc dedans. Je crois qu'il y avait des potions aussi encore. L'apothicaire, c'était 6-1. On devait lancer... Ah ouais. Pot 1 et pot 2. Là, je vais relancer sur le potion 1 et sur le potion 2. Parce que dans la salle, il y a 2 autres potions que je peux trouver. Donc on va relancer. Sur potion 1. 1, c'est une autre potion de soin. Et sur potion 2. 4. C'est une potion de gain de vie. Donc cette potion-là, par contre, va me permettre de passer au-dessus de ma vie maximum, si j'utilise. D'accord. Mais sinon, j'ai une potion de vitesse.
Il y a potion de vitesse, potion de finesse, de résistance à la magie, d'extra healing, et ainsi de suite. Donc ça, je vais pouvoir les rajouter dans mes potions. Donc là, je suis bien stuffé pour affronter du monstre avec mes potions de soin. Les potions, il me semble qu'on les prend avant le combat ou après, mais pas pendant. Et potion of gain health. Pour savoir ce qu'elles font. Voilà, healing, ça heal, ça nous soigne jusqu'à 10 points de vie. L'instant, c'est automatique, ça a un coût, c'est-à-dire que je peux pouvoir les revendre si j'ai envie. Et le gain health, ça me permet de gagner 15 points de vie. Donc c'est sympathique ça aussi. C'est plus 15 PV. De toute façon, c'est précisé dans la liste que ça peut excéder notre maximum. Et donc les up to, donc jusqu'à 10 points de vie, c'est parce que je peux gagner 10 points de vie, mais je peux pas dépasser le maximum. Donc ça c'était bien, ça c'était l'apothicaire. Et maintenant il faut qu'on détermine les types de sorties. Donc voilà, sur l'exit table, alors j'en ai deux, je sais pas lequel il faut que je prenne en fait. Parce que c'est un random. Ah ça c'est amusant. Bah, pour le coup je sais pas, je vais faire un tirage sur celle-là, je sais pas si... Je vais faire un tirage sur la première, peut-être niveau 1 et niveau 2 en fait. Et donc 1 et 3, et 1 et 3 c'est du... Ah Metal Doors. Donc quand les types de quand les types de portes sont différents, je vais remettre mon plan au centre. Donc là j'ai 3 portes qui seraient éventuellement en métal. Et donc ça veut dire que potentiellement elles sont aussi fermées. Parce que ce ne sont pas des arches, ce ne sont pas des portes en bois. Alors les portes en bois peuvent être fermées, mais c'est beaucoup plus simple. Ils ne disent pas pour les portes aléatoires. Alors si je considère que mon tirage c'est pour toutes les portes, c'est du métal d'or, on fait un truc foncé. On a un petit logo différent pour dire que c'est des tables. C'est des tables. Des portes en métal, ou renforcées, ou en bois. Et après, quand je vais vouloir prendre une des sorties, je vais lancer un dé pour savoir si la porte elle est fermée ou pas. Et donc quand on dit fermée, c'est fermé avec clé. Donc par exemple, tous les types de portes seront, si je lance un 6, donc c'est au moment où je prends la porte. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire 3 essais ici. Mais si je fais un 6, c'est fermé de toute façon. Sur un 5 et un 6, les portes renforcées sont fermées. Donc c'est-à-dire que les portes en bois, il n'y a qu'un 6 qui font qu'elles sont fermées. Les portes renforcées, un 5-6. Et par contre, les portes en métal, c'est de 4 à 6, c'est fermé. Alors évidemment, moi j'ai récupéré du picklock dans le cas où j'aurais tombé sur une seule porte qui était fermée, mais je l'utiliserai vraiment que quand je serai bloqué. Ça ne sert à rien de le gaspiller quand je peux sortir de la pièce. Et quand c'est bloqué, à ce moment-là, on met un petit L sur le plan pour dire que cette porte-là est bloquée, et puis on pourra toujours y revenir pour l'ouvrir si on est bloqué quelque part. D'accord ? Donc là, c'est simple. Je vais dire que je vais partir par ici, et je vais lancer un D6. Donc de 4 à 6, elle est bloquée. 2, donc elle n'est pas bloquée. Donc ça veut dire que je vais l'ouvrir directement pour dire c'est bon, celle-là, elle n'est pas bloquée. Peut-être que les autres le sont, mais celle-là, non. Donc c'est plutôt tranquille. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vais revenir sur un petit truc. Il y a un petit paragraphe dans les règles. Il y a d'autres choses qu'on va pouvoir trouver. On peut lancer nos armes sur les ennemis, si c'est des armes de lancer, ou même si on peut balancer l'arme. Il y a ce qu'on appelle l'inventive usage. Un petit paragraphe ici. Qui vous dit, pour un peu plus de roleplay, imaginez ce que vous pourriez faire s'il y a des contextes ou des choses qui ne sont pas écrites, mais qui pourraient franchement arriver, comme si on gérait une partie de jeu de rôle finalement. Inventez-le vous et faites quelque chose qui ne soit pas trop permissif, mais qui respecte l'esprit du jeu.
Comme par exemple, si je bois une potion de soin, il me reste un flacon dans les mains. D'accord? Donc, dans mon inventaire, je peux dégager la potion, mais me rajouter dans mon sac à dos une fiole ou une flasque. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, vous allez trouver différentes substances dans le donjon, qui peuvent vous servir à faire des potions, mais pour faire une potion, il faut avoir un récipient aussi. Vous pouvez trouver des herbes, donc il faut les mettre dans des sacs, dans des poches, pas des poches bordelaises, mais des poches, ou des petits bags, des trucs comme ça. Donc dès que vous avez un signalement de quelque chose qui traîne dans une pièce, vous pouvez très, très bien dire, et que vous pouvez l'emporter, on ne parle pas d'un wagon de mine, vous pouvez très bien le mettre dans vos petits équipements, parce qu'on a toute une petite partie là pour tout ce qui est small items, et puis dire, ce truc-là, je le mets dans mon petit sac. Ça, j'ai récupéré des herbes, parce que combien j'ai des sacs vides. Donc tout ce que vous allez utiliser, dites-vous que vous récupérez des sacs et que vous pouvez les emporter avec vous, d'accord? Et de même que pour l'encombrement, en fait, on a une séparation entre des équipements, des objets lourds et grands, et des petits objets. Donc là, c'est à vous de gérer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Sur les objets, vous n'avez pas trouvé d'encombrement ni rien, comme dans League of Dungeoners. À vous de dire, oui, ça c'est un peu gros, ça prend de la place, ça va être un emplacement de mon sac à dos. Il y en a quand même 10, donc il y a de la place. Mais j'imagine que là, je suis qu'au niveau 1, j'ai déjà bien rempli. Là, c'est plein de petits équipements. D'ailleurs, je pense que la lanterne, c'est pas un petit équipement. Moi, je la mettrais bien plutôt ici. Je l'ai mis là au départ. On a de quoi faire du feu. On a de la cire pour sceller des courriers. Moi, j'ai plein de plantes, des trucs comme ça que j'ai mis. J'ai des petits sacs vides déjà. J'ai récupéré j'ai des pierres précieuses que je mets que j'ai de la place. J'ai des petits sacs, des trucs comme ça. Et après, à faire le roleplay, c'est-à-dire que une substance, à un moment, j'ai combattu une sorte de truc en gélatineux. Je pouvais récupérer une substance bleue collante et tout, mais j'avais rien pour la récupérer. J'avais pas de fiole, j'avais rien. Je me suis dit que dans un sac, ça n'a pas de sens, dans un sac, ça va couler. Donc je l'ai laissé, je l'ai pas gardé avec moi. Et il y a plein de choses comme ça, à vous d'imaginer, d'avoir une sorte de respect du roleplay par rapport à ces choses-là. On peut faire des potions en mélangeant des substances. Il y a une table des potions qu'on peut faire pour faire des potions de soins, des onguents, des trucs comme ça. C'est très très cool. Les dieux, donc on peut faire des offrandes aux dieux. En fait, vous pouvez tomber sur des endroits où il y a des hôtels, et vous allez récupérer par exemple des champignons, des végétaux, des graines, des choses comme ça. Et il y a certains dieux auxquels vous pouvez faire une offrande. Et en fait, ce que vous faites, c'est quand vous faites une offrande à un dieu, vous mettez des points de faveur ici. D'accord ? Et quand vous allez faire une demande de faveur à un dieu, vous allez faire une prière pour qu'il vous aide dans un combat ou autre chose comme ça, ou pour autre chose, vous allez faire un test par rapport à vos points de faveur. Si ça réussit le test, je crois que c'est un D6 avec et vous rajoutez vos points dessus, ou il faut faire un D6 qui soit inférieur au nombre de points de faveur. Et à ce moment-là, vous retirez tous vos points de faveur et vous obtenez la faveur du dieu. Et si ça ne marche pas, vous les gardez, vos points de faveur, parce qu'il n'a pas répondu à l'appel. D'accord ? Donc il n'y a pas de risque à le faire, mais vous avez plus de chance si vous avez plus de points de faveur vers un dieu. Donc c'est pas mal, il y a 6 dieux comme ça. Vous avez des types de dieux, vous pouvez le faire roleplay aussi pour dire, moi il n'y a que celui-là que je veux voir, les autres j'en veux pas. Je pourrais peut-être brûler un hôtel d'ailleurs si j'ai envie. Et puis faire l'effet inverse et avoir éventuellement, on pourrait imaginer un truc qui soit à l'inverse. Si vous tombez sur des cultistes d'un dieu pour lequel vous avez brûlé un hôtel, peut-être vous avez une chance que ce dieu en question, il aide les cultistes à vous taper sur la tronche. Ouais, il y a plein de choses qui laissent libre cours sans que ce soit sans qu'on ait l'impression de tricher sur le jeu. C'est vraiment du pur roleplay sur cette partie-là et c'est très appréciable. Moi, dans ma partie, un truc qui était très marrant aussi, dans mes équipements, j'ai récupéré à un moment qu'est-ce que j'ai récupéré ? Ah oui, j'ai un disque en argent avec 3 emplacements pour des gemmes. Et j'ai 3 gemmes, c'est-à-dire j'ai 2 perles et une garnette. J'ai même un rubis aussi. Et donc potentiellement, je pourrais décider à un moment de mettre les perles, les gemmes dans le disque et voir ce qui se passe en fait. Et du coup, j'ai noté, il y a une table sur laquelle je dois lancer, mais j'ai pas été voir la table. J'ai pas été voir ce que ça pouvait faire. Enfin, je me suis dit, vu que je sais pas j'ai pas d'indication sur ce que ça peut faire, je le laisse comme ça,
J'essaye de pas aller voir cette table-là, justement. Et puis, et à un moment, je me dis, bah tiens, je vais peut-être aller faire, peut-être mettre les gemmes en question, et lancer un dé sur cette table et voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, je me le garde. J'ai récupéré des pick-lock, donc j'en ai 2 à +3. Donc ça permet d'ouvrir les portes qui sont fermées. Donc tant que je suis pas bloqué, je n'utilise pas, mais c'est présent ici. Voilà. Donc voilà, et après donc vous pouvez monter sur pas mal de niveaux. Sortir, à partir du moment où vous êtes sur un bord, vous pouvez décider de sortir du donjon et de rentrer dans un niveau suivant de donjon. Normalement, il me semble que pour pouvoir sortir du donjon, je sais plus, il y a une condition pour dire qu'on peut passer au niveau 2. Je me rappelle plus. Ou alors on peut seulement dire bah je sors et puis le prochain que je fais un niveau 2. Je sais plus. Pour le coup, c'est pas un truc que j'ai été voir parce que c'est pas encore le truc qui m'intéressait. Pour l'instant, je voulais faire de l'exploration, rencontrer des ennemis, augmenter en XP, trouver du loot un petit peu, parce qu'on est là pour ça, hein, c'est pour faire un loot. On a dans la fiche de personnage un truc de narrative moment où vous pouvez écrire bah tiens là j'ai rencontré, le combat était super difficile, il s'est passé ça a été juste, grâce à un fumble ou à un critique ça a réussi à marcher. Il y a plein de petites choses qui sont très simples à retenir. Par exemple, quand vous êtes contre plusieurs ennemis, ou 2 ennemis, je crois qu'on peut avoir maximum, et que vous tuez dans le premier round, vous tuez un des 2 ennemis, à ce moment-là, je crois que vous avez un avantage contre le deuxième ennemi, ou mieux, je crois. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que, ouais, je crois qu'il a un truc de peur qui arrive, ça lui glace le sang de voir que vous avez éliminé son comparse en un seul coup, et du coup, vous avez un avantage sur lui. Vous avez des cartes aussi pour les plantes en question. Moi, j'ai récupéré des Malaco Leaves, donc des feuilles de Malaco. Vous pouvez parfois les mâcher. Vous avez marqué Should Malaco seulement l'ingrédient, donc ça veut dire qu'ici, je crois que je peux, en mâchant une feuille de Malaco, je peux récupérer un point de vie par exemple. Bon. Mais ça, il s'est indiqué aussi sur la carte qu'on peut faire un Healing Balm, et que c'est un ingrédient sur 2 du Healing Balm, donc il faut trouver l'autre. Un baume, voilà par exemple celle-là. Si je trouvais cette plante-là, Ilios Petals, il y a marqué aussi Healing Balm, 1 of 2 ingrédients, donc ces deux-là font un Healing Balm, et après je peux trouver ce que fait le Healing Balm dans le baume soignant en fait, dans les tables. Vous avez de quoi faire des potions pour faire des bombes, pour faire des flammes, enfin. Et ça, c'est marqué sur le peu de cartes que vous avez là. Il n'y a pas de 36 000 herbes, mais il y a juste ce qu'il faut pour faire des combinaisons. Donc c'est un tout petit truc en plus qui vient aussi. Et super agréable. C'est vraiment très très cool. C'est plein de petites mécaniques comme ça. C'est pas prise de tête. Quand on a besoin de voir une règle, on va la voir, on trouve la solution. Et puis ça reste basique hein, comme exploration de donjon, mais très très agréable. Et le petit système de combat, moi, me plaît beaucoup. Il y a d'autres choses que j'ai pas encore vues, hein. J'ai pas utilisé mon sort de magie, mais c'est vrai, il faut lancer un double, et on utilise la discipline pour ça. J'ai récupéré plus ça en précision, je sais plus en faisant quoi, je crois que c'est quand je suis monté en niveau, ou quand j'ai récupéré quelque chose, je ne sais plus. Et je ne sais pas à quoi sert ma précision. Ah si, précision, il y a des precision checks, mais je sais pas à quoi ils servent. Donc c'est peut-être parfois, quand on aura besoin de faire des choses dans des salles, on aura peut-être ou dans des quêtes. Il y a des quêtes dans le jeu apparemment, il y a des side quests ici, vous pouvez libérer des prisonniers, plein de choses comme ça. On a différents statuts hein, aussi, on a Bloody-Eyed et Soaked, donc si on se noie, on peut attraper de la fièvre, on peut attraper une pneumonie, enfin voilà. Il y a plein de petits trucs de roleplay pour une petite exploration de donjon qui est super sympa. C'est vraiment pas cher en plus, si vous pouvez l'imprimer pour pas cher non plus, profitez-en. Vous pouvez toujours commander, il y a toujours un Let's Pledge pour l'avoir. Et ça s'appelle 2D6 Dungeon et c'est super sympa. C'est très très sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.